Bonjour Sébastien, Bonjour, comment allez-vous? ça va très bien, merci et vous. Très bien, je vous remercie. Déjà pour commencer, comment se passe ce confinement? Ce confinement se passe dans le sud de la France. Ouais. Je suis rentré précipitamment du Maroc et puis bah voilà, on écoute les consignes, on attend de voir un peu la suite, mais voilà, on a la chance d'habiter un peu à la campagne, donc on jardine un peu, quoi. Ça fait du bien de faire un petit peu autre chose. Ouais, c'est ça. Puis ça fait quand même un petit moment que j'étais pas resté moi dans aussi longtemps à la maison. Donc ouais, il y a des habitudes qui sont à prendre, mais voilà, c'est autre chose. En tout cas, on attend. Alors, pour ceux qui vous connaissent pas, vous avez commencé à entraîner au Canet Rocheville et Mhm. après ça, vous avez pas mal bourlingué puisque vous avez fait quand même pas mal pas loin de 10 pays quand même Ouais. avant de poser vos valises à Ouidad en début d'année. Justement, d'abord pour commencer, comment vous est venue cette envie de devenir entraîneur? Ouais, c'est une suite logique hein, d'un passionné de foot, d'un joueur de foot. Et puis après, je pense que voilà, on le devient parce que c'est pas qu'on est fait pour ça, mais on aime ça, on aime manager, on aime diriger, même sur le terrain quand on jouait. Donc voilà. Puis après, c'est des opportunités qui font que voilà, j'ai eu l'opportunité de prendre une équipe en amateur au Canet Rocheville. Je me rappelle hein, en première division de district à l'époque, hein, ça fait déjà presque plus de 16 ans, 17 ans. Et puis après, voilà, on est monté, j'ai pris l'équipe première de ce club, et puis après, on est allé en CFA2. Et puis voilà, un parcours amateur passionnant, hein, voilà, plein d'échanges, voilà, ce qui me sert aujourd'hui dans ma carrière professionnelle, parce que j'oublie jamais d'où je viens. Et c'est vrai que c'est des bons moments. Et puis après, bah, une opportunité de découvrir le monde professionnel en s'expatriant en Afrique. Ouais. Puis après le parcours que vous connaissez. Exactement. Avant d'arriver là, vous avez notamment connu avec le Canet Rocheville un passage sympathique. C'est ce barrage de DH pour la montée en CFA2. Ça Ouais, devait ouais, être un ouais, c'était plaisir pour vous. fantastique. Ouais, ouais, bah c'était à Chalon-sur-Saône exactement. Ah, Ouais, il y avait plusieurs parce que on avait éliminé Latte à l'époque chez ouais. nous dans un match où complètement fou. On menait 3-0 à la mi-temps et puis après on avait pris deux buts et on avait tenu et puis après il y avait un deuxième tour contre le barragiste de CFA2 à l'époque. Voilà Ouais. et c'était Chalon-sur-Saône à Chalon-sur-Saône et puis pareil, un des moments fantastiques. On perd 1-0 à la mi-temps, on est dépassé sur la première mi-temps et puis on met deux buts qui met un super but. Et puis voilà, c'est des super moments qui sont différents de ce qu'on peut vivre sur le monde professionnel, mais Ouais. qui sont fantastiques. Donc il y a cette expérience amateur et puis il y a donc cette première expérience à l'étranger, c'est plus précisément en Côte d'Ivoire, Mmh. au Mimosa. Euh, J'ai cru lire que c'était Hervé Renard qui vous avait un petit peu mis le pied à l'étrier pour pouvoir partir justement vers l'étranger. Ouais, ben, c'est-à-dire que bah, quand on a un parcours de voilà, CFA2 amateur, on a envie d'aller un petit peu plus haut. Après, c'est difficile venant à cet âge-là, enfin, j'avais une trentaine d'années, de Ouais, pouvoir encore grandir en CFA ou en national ou en Ligue 2 assez rapidement. Donc oui, j'ai fait le choix de m'expatrier. J'en avais parlé bien sûr à Hervé. Et puis à un moment donné, dans ses réseaux, il avait un club, donc la SEC Mimosa, qui est le plus gros club de Côte d'Ivoire, qui a gagné la Champions ouais, League, et cela bien Gervinho, tout Yaya Touré, Kolo Touré, et très bien structuré, qui recherchait un entraîneur un peu à l'image de Troussier qu'ils avaient eu il y a quelques années, voilà, dans une tranche d'âge français, de l'école française. Et puis voilà, je suis rentré dans un recrutement de poste et puis j'ai été choisi et puis j'ai signé 3 ans, enfin un an la première année et puis après j'ai renouvelé mon contrat. Je suis resté 2 ans et demi au final
et c'était vraiment, c'est là où j'ai connu les premiers matchs de Ligue des Champions, voilà, les premiers matchs internationaux, et dans un club qui est très très bien structuré, avec un centre d'entraînement vraiment fantastique qui s'appelle Solbeni. Hmm. Et puis voilà, donc ça m'a mis le pied à l'étrier, ça m'a permis aussi de prendre de suite une bonne équipe africaine, et donc Ouais. de valoriser un peu mon parcours en Afrique. Est-ce que vous aviez justement des craintes du fait de quitter la France et de tout de suite arriver, alors en plus en Afrique, où il y a cette mauvaise réputation quand même, où on dit que c'est pas forcément bien organisé, que c'est un peu compliqué. Il y a quand même beaucoup de coachs français mine de rien qui y vont et qui s'y sentent bien. Est-ce que vous avez eu des craintes avant de décoller? Non, bah après on va toujours un peu dans l'inconnu, donc c'est aussi, je pense, voilà, on aime ça, on a un peu voilà, profil d'entrepreneur, on va dire, du football, qui fait que voilà, et puis franchement, je regrette pas du tout, c'est à refaire aujourd'hui, j'en fais, j'ai vécu des choses fantastiques. Bon, je suis arrivé entre les deux tours de la présidentielle où il y a eu la guerre, donc Ouais. là, on a vécu un peu des moments un petit peu difficiles. Mais après, toutes les connaissances, les gens fantastiques, voilà, une autre culture, et puis se dire que voilà, ça enrichit aussi, que ce soit sur le plan football, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, j'avais des joueurs, mon capitaine était Michael Seri, qui était à Nice, qui jouait à Nice, qui a fait Flamme, qui maintenant est en Turquie. Bon, il y a plusieurs joueurs de l'équipe de la SEC Mimosa à cette époque-là qui jouent en Europe maintenant, donc on garde le contact. Et moi, je les ai connus vraiment, hein, pas vraiment petits, mais vraiment en difficulté financière. Ouais. Et quand je vois leur parcours, c'est fantastique, quoi. Avec votre expérience, comment vous voyez aujourd'hui le football africain justement? Bah alors bon, comme vous l'avez dit, j'ai quand même parcouru pas mal de pays, que ça soit l'Ouest, que ça soit l'Est, ou les pays arabes, ou Ouais. même l'Angola qui est un peu plus dans le sud. C'est un football qui s'organise de partout, il y a vraiment des initiatives à la fois privées, mais aussi un peu de fédérations qui sont en train de mieux s'organiser qu'avant. Et bon, pour moi, je pense que sur tout ce qui est Afrique subsaharienne, on est qu'au début des talents. Alors c'est vrai qu'il y a des talents qui sont fantastiques, comme Mané, comme certains, enfin je veux dire, qui sont, mais pour moi c'est que le début, parce que ces joueurs-là ont profité soit d'une formation euh, euh, intéressante, notamment au Sénégal avec Diambar et ainsi de suite, mais il y en a Mhm. beaucoup qui sortent un petit peu de nulle part, et donc avec des qualités de formation renforcées et structurées, on peut se dire qu'à l'avenir, les joueurs seront encore meilleurs. Vous avez quand même été surpris par le niveau de jeu? Ah oui, les gens connaissent pas, mais c'est sûr que le niveau en Afrique et voilà, est fort, c'est fort. Alors, on peut le différencier à la fois entre les pays arabes qui arrivent à garder leurs meilleurs joueurs, comme en Égypte où j'ai entraîné Pyramide, on avait la moitié de l'équipe nationale avec vraiment des joueurs qui ont participé à la dernière Coupe du Monde en Russie. Bon là, on est sur voilà, sur des matchs qui sont d'un très très bon niveau. Et puis après, oui, bien sûr, ça Ouidad également. C'est des grands joueurs. Alors après, il y a ce qu'il n'y a pas forcément ici en France, voilà, une pression populaire, on va dire Ouais. exacerbée autour de l'équipe, qui des fois rentre un peu dans le management du club, parce que voilà, il y a socialement, le football est très 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 important, notamment sur les pays arabes, et les présidents ou les organes généralement naviguent aussi dans le management du club à travers aussi les pressions, un peu les pressions populaires. Alors c'est fantastique de jouer dans des stades, j'ai fait Ouais. des derbies, en France, c'est impossible de retrouver ce niveau de fanatisme, et à la fois c'est un peu frustrant des fois, parce que on a envie de continuer certains challenges qu'on peut pas forcément, parce que on gagne 20 matchs, on en perd deux, et que c'est autre chose, Ouais. c'est un autre, voilà, c'est pas un autre football, mais c'est un autre management du football, parce que l'aspect social et populaire rentre beaucoup dans ces clubs. Justement, ça vous a un petit peu surpris, ce point-là, le fait que justement il y ait cette pression populaire qui rentre en ligne de compte.
Bah c'est à mesurer. Alors surpris non parce que c'est des clubs, quand on dit des grands clubs, Ouais. il faut voir, hein. On a fait des derbys où les gens avant un derby ils dorment 10 000 dehors à l'extérieur du stade. On fait des séances d'entraînement dans la semaine à plus de 20 000 personnes. Donc c'est il faut ouais on doit, en tout cas, nous, ça nous fait poser des questions de management qui sont totalement différentes de la routine sur ce genre d'événement. Après, c'est le football qui est là-bas. On fait simplement participer à ce football-là. Il y en a qui l'ont connu, mais quand je revois des images de ce football il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, c'était déjà ça. C'était des stades Ouais. pleins, des très bons joueurs techniques. Voilà, un beau football. Si vous avez un conseil à donner à un entraîneur qui aujourd'hui est en France, niveau CFA, CFA2, qui hésite, il a peut-être des opportunités à l'étranger, pas forcément l'Afrique, mais si vous avez un conseil à lui donner, est-ce que ça serait tente ton expérience justement et vois ce que ça donne après? Oui, bah ça, de toute manière, dans la vie, après, ça dépend les personnes, mais à un moment donné, je veux dire, bon, comme on dit, on n'a qu'une vie, donc il faut rien regretter. En tout cas, si on a envie de connaître certaines choses, on le fait. Moi, j'ai eu la chance d'avoir aussi une cellule familiale qui l'a accepté. C'est Ouais. aussi important. Après, bien sûr que que j'encourage. Après, on va retrouver nous en tant que, on va dire, français formés à la française. Ben, on va devoir avoir une sacrée adaptation à réaliser parce on peut à un moment donné avoir des idées reçues sur la formation du footballeur, Mhm. sur la préparation des matchs et ainsi de suite, qui est certainement valable dans notre pays, mais il y a une adaptation à faire parce que c'est pas du tout c'est pas du tout le même environnement, même en termes de qualité de joueur. Là, je peux prendre un exemple sur une qualité athlétique comme la force, par exemple, quand vous entraînez sur des Camerounais. Bon, ben, en termes de planification, voilà, vous allez peut-être un peu plus positionner votre planification sur la vivacité ou sur de la tactique plutôt que sur de la force, parce que naturellement, vous retrouvez, vous avez vos joueurs qui sont développés. Voilà, donc Ouais. il y a ça, c'est un exemple, mais il y en a d'autres. Après, non, voilà, il faut suivre ses rêves. Enfin, en tout cas, c'est très, très enrichissant. Après, ça aurait été une carrière aussi. Il y en a qui font des carrières en France qui sont très enrichissantes aussi. C'est autre chose, Ouais. mais pour l'instant, pour moi, c'est que ça a été que du bonheur. Revenir à un moment donné entraîner en France à haut niveau, c'est un challenge qui pourrait vous intéresser? Oui, bien sûr, oui, oui. Après, ça dépend les opportunités aussi, mais c'est vrai que, comme je le disais, on a aussi à un moment donné, voilà. Alors, oui ou non, ça se fera ou ça se fera pas, mais oui, j'ai été approché par quelques propositions qui sont intéressantes. Moi, j'ai une ambition aussi d'évoluer en professionnel dans mon pays. Donc, voilà, ça peut se faire rapidement comme ça pourra se faire dans quelques années. Mais en tout cas, oui, c'est une ambition que j'ai. En France, on peut s'appuyer sur un centre de formation. C'est un peu moins le cas dans les différents pays où vous êtes allé. Comment on organise justement un recrutement? Comment vous travaillez justement avec les jeunes, par exemple? Avec les jeunes, ça dépend parce que moi, à part à la SEC Mimosa et au Cameroun, j'ai travaillé vraiment dans des projets, on va dire, dans des grands clubs d'Afrique, des grosses, on va dire, des grosses ambitions et avec Oui, beaucoup de moyens. Donc, on va dire, c'était plus de l'achat extérieur entre guillemets oui. plutôt que de la promotion de jeunes. Mais voilà, après c'est des clubs qui sont structurés avec des écoles de jeunes, avec des centres de formation. Voilà, quand vous impliquez dans un projet à la tête de l'équipe professionnelle, ça se limite pas simplement à l'équipe première. C'est vrai qu'il y a beaucoup de voyages, qu'il y a beaucoup de compétitions euh, internationales, mais voilà, on essaye d'être ouvert à aller voir des matchs de jeunes, à partager aussi avec les autres éducateurs, parce que c'est aussi notre rôle un peu, c'est à la fois de partager notre expérience et puis aussi de s'enrichir des autres, quoi. Est-ce qu'il y a des pays où c'est un peu plus développé justement que d'autres?
Oui, il y a notamment sur, je pense, sur l'Égypte et en termes de championnat africain, l'Égypte est pour moi le mieux organisé en termes d'infrastructure. C'est le nombre de stades, vous l'avez vu à la Oui. dernière CAN, quoi, hein, à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. C'est vraiment, voilà. Après, on dit Afrique du Sud et Égypte et Maroc, on va dire. Il y a un pas un temps d'avance sur les infrastructures, sur la qualité du jeu, sur l'organisation. Le Maroc fait beaucoup de choses aussi au niveau du développement de son football, hein, investit beaucoup dans les centres de formation. Ils mettent à Oui. disposition des directeurs techniques, des préparateurs physiques pour pour tous les clubs. Et puis un championnat où j'ai travaillé peu de temps parce que je voulais le connaître. On m'en avait dit vraiment du bien, où j'ai découvert vraiment des talents. C'est en Algérie. C'est voilà un football aussi qui va et avec quand je vois un peu Atal ou le club comme de Paradou, il y a beaucoup de qualité, que ce soit en Ligue 1 ou que ce soit en Ligue 2 en Algérie, des joueurs qui sont très combatifs, très disciplinés et aussi c'est voilà, j'étais content que l'Algérie remporte la CAN parce que il y a beaucoup de qualité et ça dénote vraiment la qualité qu'il y a dans ce pays en termes de football. Comme vous parlez de la CAN, on va faire la transition. On reviendra ensuite sur la suite. Mais la CAN avec l'Ouganda, déjà la qualification était assez exceptionnelle puisque vous faites un parcours assez fou. Et puis il y a cette CAN où vous faites un parcours également exceptionnel puisque c'est assez historique. Cette Ouais. qualification en huitième de finale. Comment s'est passé le rapprochement avec l'Ouganda? Comment vous en êtes arrivé avec cette génération? Comment vous l'avez trouvé? Bah déjà en 2018, fin 2018, j'ai signé en Ouganda en venant d'Ismaïli. On était premier en championnat d'Égypte avec Ismaïli, mais voilà, l'Ouganda m'a approché. Moi, j'avais déjà près de 200 matchs en Ligue des Champions ou en Afrique en club, donc voilà, promotion logique ou la suite logique, l'envie logique en tout cas, c'était d'avoir une sélection nationale et puis de connaître la coupe la coupe d'Afrique des Nations quoi. Je veux dire, ce sont des moments qui marquent et qu'on a envie de connaître et puis donc il y a eu cette opportunité là avec l'Ouganda qui était une équipe assez jeune et c'est vrai qu'en un an et demi voilà on a fait beaucoup de travail, beaucoup de voyages en Europe, en Suède, au Danemark, en Norvège pour aller dénicher certains joueurs, faire un peu de promotion aussi au niveau du football local. On s'est qualifié à la maison à l'avant-dernière journée contre le Cap-Vert où on gagne 1-0. Ça nous a permis d'être qualifiés dès le mois de décembre et puis vraiment de préparer pendant 6 mois cette CAN qui a été en Égypte. Alors on a eu un groupe avec dans le pays hôte, l'Égypte, avec la RDC qui est aussi une grosse nation africaine avec de nombreux très bons joueurs, et puis le Zimbabwe qui était un peu à l'image outsider comme nous. Et puis voilà, on a fait un stage de plus d'un mois aux Émirats Arabes Unis où on a joué contre la Côte d'Ivoire. On avait gagné la Côte d'Ivoire. On sentait que voilà qu'il y avait une structure en place, qu'on était assez solide quand même. C'est une surprise pour beaucoup de personnes, mais pour nous, on sentait que l'Ouganda a vraiment un potentiel vraiment intéressant en termes de joueurs. Et puis c'est l'Afrique de l'Est. Alors je dirais que c'est le football enfin c'est pas que c'est pas le même mais autant sur l'Afrique de l'Ouest on est déjà sur un peu des joueurs qui sont déjà sortis en Europe, Oui. qui sont peut-être un peu plus, voilà, qui sont. Et là, on est vraiment dans une identité nationale où on va porter le drapeau. Donc, en termes de motivation, d'agressivité, voilà, on manque pas d'humilité avec ces équipes de l'Est. Et c'est ce qui nous a permis, je pense, de gagner notre premier match contre la République démocratique du Congo 2-0. Où c'est là où on a pas scellé notre qualification, mais on savait qu'on jouait l'Égypte le troisième match, donc il fallait se qualifier. Voilà, et puis Oui, après, bon, et puis après, voilà, on a joué le Sénégal en huitième de finale. Mané nous a mis une attaque rapide, mais on a fait on a fait une bonne CAN et je suis content pour le football ougandais parce que c'est un pays de 43 millions d'habitants. C'est oui. vraiment un pays qui sort aussi de certaines années de guerre un peu difficiles. Le football s'organise et il y a vraiment il y a vraiment de la qualité. Donc j'ai retrouvé beaucoup de joueurs après cette CAN en Égypte. Beaucoup de mon équipe ont signé en Égypte dans différents clubs.
Euh, et donc c'est en train de voilà, c'est en train de s'extérioriser un peu comme aussi le Kenya qui avait fait un Ouais. parcours, qui est pas sorti de sa poule, mais qui était avec l'Algérie et le Sénégal, Oui, avec ça. mon ami Sébastien Minier, qui avait aussi, il y a aussi du talent. Donc ils ont un peu de retard par rapport au développement du football africain dans l'Est que l'Ouest, mais il y a autant de talent et je pense que ces équipes vont venir petit à petit. Justement, vous parlez de Sébastien Minier. Vous échangez entre vous les entraîneurs expats, on va dire. Oui, oui, bien sûr, on a un réseau, que ça soit entre Français ou même entre, voilà, avec plusieurs. Oui, on est dans ce réseau-là africain, forcément. Moi, ça fait plus de 10 ans, donc que ça soit en réseau club ou en réseau équipe nationale ou en réseau coach, voilà, oui. Après, bien sûr, on s'est vu, on a passé une semaine déjà pour le tirage au mois d'avril avec Alain Giresse, avec Hervé Garnot, oui, on a cette connaissance, on s'appelle. Bon, avec Sébastien Minier, c'est un peu plus particulier puisque Sébastien est plus, voilà, c'est un ami vraiment de tous les temps. De longue date. Voilà, Oui. donc de longue date, donc on s'est souvent au téléphone. Et puis voilà, oui, il y a un petit réseau sur les joueurs, là dernièrement, c'était Michel Lucier qui m'avait appelé pour prendre des informations sur les autos, les conditions d'accueil, parce que j'avais été. Bon, voilà, on essaye de s'entraider aussi, quoi. Euh, Quelle est la différence entre parce que ce sont deux métiers différents, entre celui de sélectionneur et entraîneur? Ouais, bah c'est pas du tout la même chose, hein. C'est pas du tout la même chose, en Ouais. sachant que ça peut être frustrant quelquefois d'être entre guillemets sélectionneur en termes de nombre de séances qu'on a à faire, nombre de matchs qu'on a à faire dans l'année. Moi, j'ai mis un peu de temps à m'adapter quand même. Quand je suis parti Oui. d'Ismaili, je sortais voilà, j'avais fait Wydad, Ismaili, et puis je suis arrivé où bon, vous avez beaucoup de suivi de joueurs, donc maintenant on a tout. C'est vrai que c'est plus facile qu'avant. On a tous les logiciels de suivi de joueurs qui nous permettent de voir les matchs de nos joueurs dans le monde entier. Et puis après, Ouais. après voilà, après c'est des séances, il y a de la préparation, c'est du suivi de joueurs. Après, il y a très peu de séances et surtout en termes de plan de jeu entre guillemets, mais en tout cas en termes de stratégie à mettre en place pour battre un adversaire. Vous avez 8 jours et généralement vous faites 2 matchs. Donc les joueurs Ouais. jouent le dimanche tant qu'ils arrivent. Alors moi j'avais Rémi Garde qui avait mon joueur à Montréal, à Zira, tant qu'il arrive de Montréal avec le décalage horaire et ainsi de suite. Pour le premier C'est match du compliqué. mercredi au jeudi, c'est un peu compliqué. Donc là, il y a de l'adaptation à faire. Quand je parlais d'adaptation tout à l'heure, Ouais. c'est ça. Et puis en club, voilà, c'est totalement différent. Donc c'est deux choses qui sont différentes. Là, je suis repassé après la CAN sur un club en Égypte aux Et- Pyramides. Bon, Ouais. c'est pas le même entre guillemets, pas volume de travail parce que quand on est sélectionneur, il y a d'autres éléments à prendre en considération, hein. Mais voilà, c'est en termes de foot, d'entraînement, l'approche des matchs sont différentes. Est-ce que si une opportunité se représente, redevenir sélectionneur, ça peut vous tenter ou pas Oui, bien vraiment? sûr. Non, Ouais. si. Moi, voilà, on est des hommes de challenge. On regarde, enfin, on essaye d'aller dans les clubs qui peuvent nous faire soit évoluer personnellement, soit remporter des titres. Et puis après, c'est les opportunités qui font que là, niveau de pyramide, du direct club en Égypte qui avait racheté mon contrat de l'Ouganda. Voilà. Après, ça dépend, ça dépend en termes de planification de carrière. On n'a pas Hmm. forcément, ça dépend les moments, les opportunités aussi, hein, comme dans tout secteur d'activité. C'est sûr on aimerait tous avoir une équipe capable d'aller à la Coupe du Monde parce que ça Ouais. voilà l'objectif final et donc, voilà. Après nous on sait d'où on vient, on vient aussi du monde amateur. On n'a pas forcément de passer de joueurs professionnels également, donc on se Ouais. construit petit à petit et on est déjà voilà content de ce qu'on fait, mais on doit pas s'arrêter là. Il faut toujours essayer d'apprendre et puis de progresser. Le monde amateur vous sert encore aujourd'hui? Pardon? Est-ce que le monde amateur, enfin, votre expérience dans le monde amateur vous sert encore Oui, aujourd'hui?
Ouais. Ouais, bien sûr, oui, en termes bon, déjà d'humidité, déjà, voilà, et puis surtout aussi, aussi, surtout en Afrique, parce que, ou même dans certains clubs, il y a toujours, comme je le disais, de l'adaptation à faire, des choses Oui. que vous devez, que vous devez faire. Bon, ben voilà, vous le faites sans vous poser la question, parce que quand vous étiez en amateur, c'est presque vous qui traciez les lignes du stade, quoi. Oui. Donc, voilà, c'est pas gênant, mais bon, voilà, après, après, oui, ça sert toujours, mais c'est notre construction qui part de là. Moi, je suis assez fier d'être passé par ce milieu-là, avec qui je garde de très bons rapports. Quand je vois ce que continue à faire Rocheville à son niveau, ce que fait Grasse avec un très bon entraîneur comme Loïc Chabas, par exemple, voilà, c'est un peu des parcours qui sont un peu similaires et franchement, c'est bien. En tout cas, dès que j'ai la possibilité, je vais soit à Toulon, soit à Grasse voir des matchs et j'aime bien revenir sur le football amateur, côtoyer les gens que je connais. Et c'est bien. Toulon d'ailleurs, il me semble qu'un de vos adjoints est originaire du club de Toulon, Karim, si je dis pas de bêtises. Oui. Pourquoi justement avoir choisi de s'épauler d'une personne comme Karim, par exemple? Bah, Karim, oui, il a été donc adjoint à Marseille Consolat, également à Toulon, avec des réussites à chaque fois. C'est quelqu'un qui est voilà, qui a un peu plus de 30 ans, qui a beaucoup de compétences à la fois sur l'entraînement et également sur l'analyse de jeu. Et puis c'est quelqu'un qui est rompu aussi à l'expatriation, puisqu'il a travaillé en Arabie Saoudite, il a travaillé aussi Hmm. à l'USMA d'Alger. Quelques années avec Paul Putz et puis voilà, puis c'est quelqu'un de compétent, tout simplement. Donc, puis après, quand vous savez, quand vous avez aussi vous voyagez, ou vous êtes à l'étranger, vous avez besoin aussi de vous entourer à la fois de compétences, ça c'est sûr. La dernière fois à Pyramide, je suis allé avec 5 personnes, par exemple, mais aussi avec avec des gens avec qui vous vous entendez bien, parce Hmm. que vous partagez le football, mais les familles partagent aussi autre chose. Donc, c'est important de bien s'entendre sur le terrain et également hors du terrain. Sur les 10 pays que vous avez visités, un qui ressort un peu du lot. À quel niveau? Au niveau foot ou Euh, au de niveau manière culture? générale, culture plutôt. Euh, Moi, j'en ai pas pas aimé peut-être l'expérience à Dubaï est un peu particulière parce qu'il faut Ouais. aimer moi je suis un peu plus campagne que ville entre guillemets donc voilà après moi j'ai adoré mon expérience au Cameroun et dans le nord du Cameroun à Garoua vraiment à la frontière du Tchad et du Nigeria où je suis resté un an. On avait fait une demi-finale de Ligue des Champions avec dans un village en fait vraiment qui est porté par une société qui s'appelle Sodé Coton qui font le coton et là ouais j'ai vécu des moments fantastiques où les gens ont pas grand chose et on a partagé des choses que je peux même pas Ouais. définir ni raconter. C'est difficile, mais oui, si j'ai un pays à retenir, c'est tous, bien sûr, le Cameroun et puis aussi le Maroc parce que les gens sont, sont accueillants, mais comme dans tous les pays arabes, finalement, on s'est senti, enfin, en Ouais. tout cas, moi, je me suis senti bien à chaque fois. Justement, le Maroc, j'allais y venir. Le Maroc et plus précisément le Wydad. Mhm. Vous avez fait deux piges là-bas. C'est un club qui vous tient un peu à cœur. Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la première fois où j'ai signé au Wydad Casablanca, c'était juste après John Toshak, hein, le célèbre attaquant de Liverpool, et l'équipe avait perdu en demi-finale aller 4-0 aux Amalek. Et Ouais. j'étais venu faire deuxième match en fait. Deuxième match. Et on avait gagné 5-2, bon, insuffisant pour se qualifier en finale de Ligue des Champions, mais on avait fait un très beau match à Rabat dans un stade incroyable. Et donc de là, voilà, on avait enchaîné beaucoup de victoires. Et puis je suis parti. Et puis là, dernièrement, après Pyramide, comme j'étais, bon, déjà le Wydad avait essayé après la CAN de me refaire revenir. C'est familialement le Maroc, voilà, on adore. Et puis Oui. je suis très très proche, je suis devenu très proche de son président Oui. qui m'a demandé
Ils avaient un peu des soucis dernièrement. Il m'a demandé de venir, voilà, de venir un mois ou un peu plus pour les dépanner. Donc j'avais accepté en attendant qui recrute un coach. Et voilà, donc il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais en fait moi mon objectif c'était autre chose et que mais par rapport à l'amour que j'ai pour le club, à part avec ses supporters, il faut, je sais pas si Oui. vous avez pu assister à un match du Wydad Casablanca, Ah, j'en ai mais vu à la télé, c'est ouais, déjà assez exceptionnel. voilà, donc c'est assez fanatique. Donc il y avait ce match qui se dessinait de l'USMA d'Alger pour sortir des poules pour aller en quart de finale de Ligue des Champions. Donc, voilà, donc ils étaient un peu embêtés, donc j'y suis allé. Et puis voilà, on a réussi à se qualifier. Et puis voilà. Et puis après, j'ai décidé quand je connais. Et puis moi, je préfère garder voilà au Maroc un Maroc avec une bonne image, avec des gens. Ouais. Voilà. Donc voilà, je suis rentré juste avant le confinement. Et puis aujourd'hui, voilà, je suis libre. Et puis je vais voir où je vais rebondir. J'ai quelques pistes, mais pour l'instant, voilà, pour l'instant, on va voir déjà Oui. comment ça se passe au niveau du confinement, parce que je pense qu'il y a plus important que ça Oui. actuellement, et puis que tout le monde puisse repartir assez safe sur ses objectifs, que ce soit footballistique ou autre. Vous parlez beaucoup de la Ligue des Champions. Alors, c'est vrai qu'on a l'habitude de parler de la Ligue des Champions ici en Europe, voilà, mais en Afrique, la Ligue des Champions africaine a quand même un énorme poids. Elle est énormément suivie. Ouais, oui, après le raconter, c'est un peu, c'est un peu difficile, mais vous avez deux coupes. Vous avez la Ligue des Champions et vous avez la Coupe CAF, qui est Oui. l'équivalent de la coupe de l'UEFA. Ouais. Donc vous avez des formules qui sont il y a deux tours préliminaires et après il y a quatre poules de quatre. Et après les deux premiers sont qualifiés pour des quarts, des demi. Donc effectivement, c'est beaucoup de voyages, puisqu'on peut jouer là dernièrement avec le Wydad Casablanca quand on s'est qualifié. L'USMA d'Alger, il restait un match dans la poule. On était déjà qualifié, mais il restait un match. On est allé en Afrique du Sud, à Pretoria, pardon, pour jouer Ouais. contre Mamelodi Sundowns. Donc là, c'est 14 heures de voyage. Après, vous revenez, vous jouez en championnat. Donc voilà, déjà l'organisation et c'est pas difficile, mais en tout cas c'est assez éprouvant. Par contre, quand vous faites un match, Ah c'est oui. fantastique. Aujourd'hui, des droits de télé, Bein Arabe retransmet tout. Vous avez Super Sport dans les pays du Sud, qui sont l'équivalent un peu des Bein et des Canal+, tout est organisé. Il y a un gros prize pool également. Et puis des matchs avec des supporters incroyables. Hein. Non, c'est à vivre. C'est à vivre. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu justement de la formation française au niveau des entraîneurs? C'est ce que je pense. Ben, il faudrait que je puisse avoir un peu plus de recul par rapport à ça. Je sais pas ce que je pense. Moi, je sais pas si je peux donner un avis dessus. En tout cas, ce que je peux moi dire, c'est que bon, j'ai le BEPF, c'est-à-dire le brevet d'entraîneur professionnel de football, que j'ai mis du temps à avoir par validation des acquis et de l'expérience. Oui. Voilà, parce que c'est des fois les gens qui sont à la fédération soit connaissent pas les parcours d'expatriés, les matchs d'expatriés, la pression, les joueurs Oui. qu'on a encadrés. Voilà. Après, donc maintenant, voilà. Après, ce que je peux dire dessus, c'est que automatiquement c'est bon parce que voilà, il y a beaucoup de Français aussi qui sont en expatriation à l'étranger. C'est bien aussi enfin moi je ne peux pas dire que je suis, on va dire, contre les entraîneurs étrangers qui viennent entraîner en France. Il y a un partage, il y a un partage. Nous, on essaye de partager aussi. Et franchement, c'est un plus pour nous que d'être à l'étranger parce qu'il y a d'autres méthodes de travail. Par exemple, quand j'étais en Angola avec le champion d'Angola, mon staff était le staff du Sporting de Lisbonne. Mon adjoint, mon préparateur physique, il venait du Sporting de Lisbonne. Et voilà. Et même en préparation physique ou en approche de la charge de travail sur les séances d'entraînement, c'est Ouais. pas du tout le même, c'est pas du tout la Ouais. même approche que la France. Donc Ouais. au début, ben, vous êtes un peu sceptique, et puis après c'est pratiquement que de l'intégrer. Et à un moment donné, vous apprenez que ouais, c'est bien aussi. Donc ça vous donne un peu plus de, voilà, un peu plus
de connaissances et puis voilà, vous construisez comme ça. Donc, que ça soit sur des staffs, par exemple, qui viennent du Portugal, au Ouais. Maroc, donc, voilà, je pense que ça se limite pas à la formation française. Voilà, la formation française, c'est bien parce qu'il y a, il y a une très bonne structure qui est mise Ouais. en place, notamment aujourd'hui avec l'institut de formation qu'ils ont créé. Mais ça, pour moi, ça suffit pas pour connaître le football mondial. Est-ce que vous trouvez qu'en France, on est un peu dur justement avec les entraîneurs français? On a souvent on a l'impression un peu des fois qu'ils sont dévalorisés par rapport aux entraîneurs étrangers alors que ils se valent largement. Ouais, bah ça c'est non, je pense pas qu'il y ait forcément de dévalorisation. Il y a un marché du travail qui fait que qu'aujourd'hui il y a des positions. Il faut savoir qu'en dans le football professionnel, il y a la compétence de l'entraîneur qui est un facteur important parce que si on n'a pas des compétences, on peut pas faire des choses correctes. Mais aussi il y a aujourd'hui tout un réseau. Des Hmm. réseaux d'agents, des réseaux d'influence, des sociétés étrangères qui rachètent des clubs, donc qui font que souvent dans certains postes, ben voilà, il y a ces réseaux d'influence d'agents, de capitaux qui font que voilà, ça amène des entraîneurs étrangers ou pas étrangers, peu importe, mais je veux dire, il n'y a pas que la compétence de l'entraîneur qui fait que vous allez avoir un poste ou pas aujourd'hui. Il y a d'autres facteurs en professionnel et donc il faut se constituer un réseau et bon, je dirais que c'est la même chose enfin, je parle pour le football, mais c'est également dans d'autres Oui, secteurs d'activité, c'est la même chose, hein, que ce soit si on prend l'exemple de la musique, par exemple, il y a de oui, c'est pareil. super musiciens, mais qu'à un moment donné, il y en a qui réussissent et il y en a d'autres qui réussissent pas. C'est pas uniquement dû à leurs compétences ou à leur motivation, c'est l'entourage généralement qui fait. Donc ça, on l'apprend aussi. Moi, ça fait 10 ans que je suis parti tout seul dans ce monde professionnel et que vous apercevez que si vous voulez franchir un cap, ben, il faut bien vous entourer d'un bon agent, Oui. de bonnes structures juridiques qui vous aident également. Un petit mot également sur j'ai oublié ma question. Euh, Pas grave. ça arrive. Ça devait pas être important. Ah si, ça l'était Ah quand si. même. Ça l'était quand même. Si c'était pour savoir un petit peu, justement, vous qui avez commencé maintenant il y a un petit moment à entraîner, ça fait depuis 2006-2007, il me semble. Comment vous jugez justement l'évolution du football depuis ces 15-20 dernières années? Alors l'évolution du football en termes de jeu en lui-même, je pense que oui, on est passé sur la phase on va dire une phase de possession de jeu à l'époque de Barcelone il y a quelques années où il y avait un vrai travail de fond qui se réalisait dans les clubs. Beaucoup de clubs ou de coachs d'ailleurs prennent cet exemple-là pour essayer de valoriser leur travail. Après, la réalité sur le terrain, c'est on est un peu plus sur des blocs avec des transitions un peu plus Oui, rapides, avec des joueurs qui on recherche beaucoup plus de vitesse et on est plus dans ce travail, on va dire, d'organisation tactique. Et puis enfin, l'évolution, on va dire, du 3-5-2, par exemple, montre ça. C'est-à-dire qu'on est plus dans une stratégie. Enfin, moi, j'étais formé dedans depuis 10 ans parce que vous devez gagner chaque match avec les grands clubs. Un match nul, ça suffit pas. Donc, vous êtes toujours dans une réflexion de stratégie pour battre un adversaire. Donc, en fonction oui, de l'adversaire, vous mettez un plan de jeu en place qui correspond à la fois un peu à 50% à votre projet de jeu, mais aussi à 50% aussi de l'adaptation pour battre l'autre équipe. oui. Donc, on peut dire que l'évolution, elle est plus un peu dans la stratégie dans la stratégie pour mettre en difficulté l'autre équipe. Voilà, en gardant certaines bases parce que vous savez vos points forts de votre équipe. Donc on n'est pas, on est plus, enfin je dirais que pour moi dans mon expérience que j'ai connue, on est plus sur de la recherche, de la réflexion, de la planification, pas hebdomadaire, mais je veux dire de match en match,
plutôt que sur une réflexion globale d'évolution de projet de jeu. Après, c'est beau de parler de projet de jeu, d'avoir des principes tactiques voilà, itinérants au coach. Là, que ça, on les met en place. Vous jouez à 4, vous jouez à 5, qu'est-ce que vous faites au milieu de terrain, et voilà, en zone de finition, mais on s'adapte quand même pas mal à essayer de mettre en difficulté l'autre équipe avec nos points forts. En France, il y a enfin, en tout cas en Occident, on va dire, l'utilisation de la vidéo est très importante. En Afrique, vous pouvez également filmer les adversaires, faire des analyses vidéo. Ça fonctionne également. Oui, non, c'est mondial. C'est obligatoire. Ouais. Moi, à chaque fois dans mes expériences, j'amène un analyste vidéo. Un analyste vidéo qui est espagnol, français et espagnol, qui travaille uniquement sur la vidéo. Donc, il n'est pas sur le terrain. Donc, à la fois, il a un rôle à J-1 semaine de me donner le scouting sur l'équipe qu'on va jouer, et puis 48 heures après le match de me faire un montage sur mon équipe en fonction de la causerie, en s'appuyant sur les points qu'on a voulu mettre en place sur la causerie. Et puis ouais, ça c'est important, à la fois sur le projet de jeu, puis à la fois sur le recrutement également, parce qu'on fait on voit beaucoup de joueurs. Alors il y a Instat Scout, il y a Y-Scout, il y a certaines plateformes qui sont aujourd'hui assez faciles. Et puis après, en termes de par exemple, quand on prépare un match, on montre souvent les 10 ou les 15 derniers pénaltys d'un des joueurs potentiels pour le frapper. Et ça, c'est ces logiciels qui nous permettent de le faire assez rapidement. Et donc le vidéo analyste, c'est son métier. Mais aujourd'hui, l'avantage, c'est que par exemple, dans tous les championnats, tous les matchs sont filmés en direct. Donc vous avez une programmation en Égypte, par exemple, du jeudi jusqu'au dimanche. Voilà. Donc vous avez toute la matière vidéo qui font parce qu'il y a beaucoup de droits télé, et donc voilà, si vous avez cette matière-là, vous avez forcément un analyse vidéo, et toutes les équipes pratiquement ont un analyse vidéo. Si à la CAN par exemple, à la Coupe d'Afrique des Nations, j'ai pas d'analyste vidéo, on fait pas les mêmes résultats, parce que vous avez le deuxième match qui est 3 jours après, et que vous allez pouvoir scouter l'équipe qui va jouer contre vous, voir vos lacunes. Aujourd'hui, alors l'analyse vidéo pour moi, c'est un entraîneur. C'est-à-dire que la personne que je vous parle, c'est quelqu'un qui a l'UFA Pro. C'est un entraîneur, parce que ça s'arrête pas aujourd'hui. Il y a simplement à découper les choses. Ils sont force de proposition aussi. Voilà, il y a cette équipe qui joue comme ça. Je pense. Donc ça nous fait des raccourcis, ça nous fait réfléchir, ça nous fait poser des questions. Et après, on fait des choix. Mais c'est important d'avoir quelqu'un qui le fait, notamment son analyse vidéo, mais également son adjoint aussi, qui fait une deuxième analyse, et ce qui est le cas de Karim Masmoudi, par exemple. C'est quoi la touche Sébastien Desabre exactement? C'est comment on reconnaît vos équipes? Généralement, c'est des équipes qui correspondent un peu à mon caractère, c'est-à-dire que on est un peu à la limite, pas de l'agressivité, mais on aime bien avoir du caractère sur le terrain, bien placé bien sûr, mais je veux dire voilà, on n'est pas souvent des équipes d'attente, on est des équipes qui prenons un peu des risques, qui vont aller chercher assez haut, qui se mettent un peu en danger, et puis après qui régulent un peu le danger, mais on a toujours un peu de caractère. On l'a montré par exemple avec l'Ouganda contre l'Égypte, le troisième match. On perd de 0, mais si on gagne à la mi-temps, c'est pas immérité. On a pris des risques, on est allé les chercher assez haut. Donc moi je suis un entraîneur qui est exigeant, mais comme tous les entraîneurs finalement, parce que quand vous gérez 25 gars ou 30 gars, vous êtes obligé d'être nickel et de montrer l'exemple, parce que sinon à gérer c'est pas forcément simple. Voilà, donc on essaye d'être le plus professionnel possible, et puis surtout le plus passionné possible. Écoutez Sébastien, merci beaucoup en tout cas de nous avoir accordé de votre temps pour ce petit interview, c'était très sympa. Ok, merci à vous, bonne continuation. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.